Bienvenue sur le podcast Les petits pas des grands entrepreneurs. Dans cette deuxième partie, découvrons quels sont les défis auxquels sont confrontés les entrepreneurs d'hier, d'aujourd'hui et de demain. Je m'appelle Julie et dans ma quête d'amélioration, je rencontre des personnes inspirantes que j'ai envie de vous faire découvrir. Il s'agit également d'entrepreneurs au parcours atypique. À travers ce deuxième épisode, je vous propose de partir à la rencontre de leur parcours et de découvrir comment ils ont surmonté certains obstacles pour atteindre leurs objectifs. Je vous rappelle que ce podcast est en 2 parties et si ce n'est pas encore fait, je vous invite à aller écouter la première partie, Les petits pas vers de grands résultats, dans laquelle vous découvrirez comment la vision, les techniques et les stratégies de notre intervenant peuvent impacter nos résultats. Alors êtes-vous prêts à embarquer avec moi à la recherche d'informations et d'inspiration ? Ladies and gentlemen, please fasten your seatbelts. We are expecting some turbulence. Thank you. Attention, la direction décline toute responsabilité en cas de changement de mindset. Bienvenue dans cette deuxième partie, les petits pas des grands entrepreneurs, où je suis à nouveau avec Lauriane Legrand, qui est la fondatrice du Marathon des Langues et qui, dans cette partie, va nous parler de son parcours entrepreneurial. N'hésitez pas à aller écouter la première partie, les petits pas vers de grands résultats, où on parle vraiment de la méthode. Donc, tout d'abord, Lauriane, est-ce que tu as toujours été entrepreneur et c'était quoi ton parcours avant le Marathon des Langues ? Ok, alors non, j'ai pas toujours été entrepreneur, mais je savais pas que j'allais devenir entrepreneur, mais je savais ce que je ne voulais pas. Parce qu'en fait, il y a dans l'épisode précédent, je disais que je comprends. En fait, il y a un truc qui me met en colère, qui me crée des émotions, c'est d'être dans des systèmes qui ne fonctionnent pas. Et je savais qu'en fait, je ne comprenais pas le système du salariat. Alors, ça peut convenir pour beaucoup de personnes et je crache pas du tout là-dessus, mais moi, je me disais, c'est un truc en fait, je comprends pas. On te dit quand prendre tes vacances, on te dit de quelle heure à quelle heure travailler. Moi, je me disais, mais en fait, l'humain, on est tous uniques dans nos fonctionnements. Tu as des gens qui sont hyper productifs le matin, t'en as qui sont hyper productifs la nuit, le soir. Enfin, on a tous des niveaux, enfin, des profils différents. Et je me dis, moi, en plein après-midi, de 14h30, c'est précis, hein, à 16h30, je peux rien faire de productif, tu vois. Autant arrêter et je vais prendre une tâche, je peux te la faire en 1 heure, mais là, si tu me le fais faire là, j'en ai pour 4 heures. Je vais être improductif au possible. Et je me disais, mais c'est pas idéal pour une entreprise de payer des salariés dans des moments où ils sont improductifs. Et c'est dur pour le salarié de forcer en dehors de son profil énergétique. Et du coup, je me disais, mais je peux pas en fait, et j'ai une valeur liberté qui est énorme. Je me disais, mais moi, je vais me sentir enfermée, c'est horrible. Et du coup, j'ai poussé mes études au maximum. J'ai fait une licence, j'ai fait un master commerce international. Et en fait, j'arrive au bout du truc, je me dis, mais je veux pas travailler dans ce système, je comprends pas. Et du coup, j'ai refait, je me dis, ah, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Et je disais toujours à ma grand-mère, mais mère, je sais pas ce que je vais faire de ma vie. En fait, je menais mes études par rapport à ce qui me faisait plaisir sur le moment, enfin ce que j'aimais. Donc moi, c'était les langues, même si j'étais nulle en langue à l'école et que je me suis créé ma propre méthode pour pouvoir débloquer. Je mettais quand même de l'international là-dedans parce que c'est les voyages qui me donnaient de la joie, quoi. Et, mais j'avais aucune idée de ce que je voulais faire de ma vie. Et donc, je savais ce que je voulais pas, mais je savais pas ce que je voulais. Et en fait, un jour, je raconte toute l'histoire, du coup. Un jour, alors, j'ai fait plein de voyages, je suis partie plein de fois à l'étranger. Et cette fois-ci, j'ai un voyage je sais pas, je sentais que ça venait de l'intérieur, là, qui me dit, il faut que tu ailles au Brésil. Ok, il faut que j'aille au Brésil. Bon, bah, ok, très bien. J'allais au Brésil et à ce moment-là, j'étais en CDI. En fait, oui, attends, je refais le fil de l'histoire. Quand j'ai fait mon master spécialisé, quand je voulais continuer dans les études et du coup j'ai fait une alternance. Donc j'ai travaillé un petit peu et c'est venu confirmer que ce système me convenait pas. Mais bon bref, j'étais en alternance à Paris en banque. Donc j'ai bossé à la Société Générale dans le département international. Donc, tu vois, on retrouve toujours un peu des trucs internationaux. Euh, donc j'ai fait 1 an là. Et en fait, plus j'avançais dans la vie professionnelle et moins je gagnais bien ma vie et moins j'étais épanouie. Et donc du coup, ça venait confirmer la croyance que j'avais d'avant, de me dire, attends, c'est un système que je comprends pas.
Mais je savais toujours pas ce que je voulais faire. Et en fait, à la fin, il me propose le fameux CDI. Et là, je me dis, ah bon, il faut quand même que je paye mes factures. Mais tu vois, en gros, pour beaucoup, le CDI, c'est un peu la zone de confort. Tu vois, en mode, ah ben, on le Sécurité. sécurise. Et moi, je l'ai signé, mais j'étais pas joyeuse. Tu vois, je me suis sentie comme ça. Et je me dis, oh non. Enfin, bon, bref, du coup, j'ai fait quelques mois. Et donc, en plus, ils m'ont mis dans bref, ils m'ont mis conseillère bancaire pro. Donc, j'accompagnais des professionnels alors que j'avais zéro expérience et que on était poussé à l'objectif. Et là, je me dis, bah, en fait, c'est pas OK, c'est les professionnels. Donc, ça a été mon premier lien avec les entrepreneurs. Je me dis, mais en fait, ils ont des besoins urgents, et je comprends pas leur réalité. Et on me pousse à vendre des trucs qui leur correspondent pas. Encore une fois, c'est un système que je ne comprends pas, donc je ne veux pas contribuer à ça. Et là, du coup, j'ai démissionné. Je me dis, bah non, en fait, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Et après, je me dis, bah, pareil, il faut quand même que je retrouve un boulot. Donc là, j'ai trouvé un autre travail, mais c'était en CDD, c'est un remplacement de congé mat. Et là, je me dis, bon, bah, c'est parfait parce qu'il y a une date de fin. Tu vois, moi, c'était la joie de ce truc-là. Et donc, j'étais assistante des ventes internationales. Toujours, t'as le mot international quelque part. Mais bon, bref, j'étais assistante en gros, tu vois. Je me dis, bon, bah, très bien, tu fais 6 ans d'études pour être assistante. Bon, pareil, un truc dans le système qui me parle pas trop, mais bon, c'est tout, je fais ça. Et en fait, et c'est là où j'ai commencé à avoir l'intuition qui me dit, il faut que tu ailles au Brésil, il faut que tu ailles au Brésil. J'ai dit, bon, ok, bon, maintenant que j'ai un CDD, je peux mettre une date pour refaire un voyage. Et en parallèle de ça, donc pour faire le lien avec l'épisode précédent, j'étais en train de développer ma propre méthode pour débloquer mes langues, où j'étais nulle en anglais à l'école, et que là, je testais sur le portugais. Donc j'ai débloqué mon anglais, mon espagnol, et là, je me dis, bah tiens, je vais essayer avec le portugais. Donc pendant 3 mois à la maison, j'ai bossé à fond sur mon portugais, en testant ma méthode, que je ne savais pas que c'était une méthode à l'époque. Et je me dis, bah écoute, le Brésil, ça sera l'occasion d'aller tester ma méthode sur place, tu vas voir si ça fonctionne. Et donc, je planifie ce voyage au Brésil pendant un mois. Et entre-temps, cette entreprise me propose un CDI. Et là, donc, je me renforce un petit peu et je me dis, bah non, oui, mais pas tout de suite. Tu vois, j'ai pas voulu dire non à mon voyage. J'ai dit, bon, bah ok, mais quand je rentre de mon voyage. Et en fait, quand je suis partie au Brésil, donc je suis allée dans une école de portugais pour accélérer le mouvement. Et je me suis rendu compte qu'au bout de 10 jours, j'étais allée beaucoup plus vite que tous les élèves dans l'école. Et même les profs ont dit, mais comment t'as fait, etc. Et j'expliquais un petit peu ce que je faisais en plus. Ah ouais, c'est dingue. Et c'est là, en fait, où mon idée de développer ma méthode a commencé à germer. Et en fait, j'ai compris que j'étais allée au Brésil pour avoir cette idée, tu vois, pour aller vraiment au bout du storytelling. Un jour, il pleuvait au Brésil, c'est possible, et je me retrouve dans une librairie où il y avait une énergie de dingue. Enfin, j'étais pas trop connectée à l'énergie et tout ça à l'époque. Et je rentre et j'ouvre des bouquins, je les ferme, etc. Et là, je te jure, c'est fou quand je le raconte, mais j'ai une chaleur qui m'a traversé de la tête aux pieds, en mode allègement, en mode, mais c'est ça qu'il faut que tu fasses. Et c'est là où mon projet entrepreneurial a commencé à germer, en fait. Et là, je me suis sentie apaisée en mode, c'est bon, tu peux rentrer à la maison. Mais vraiment, ça m'était jamais arrivé dans un voyage. Euh, Et en fait, quand je suis rentrée, donc j'ai pris mon CDI, tout en sachant qu'à un moment, voilà, j'avais ma porte de sortie, enfin. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé à regarder sur Internet comment développer, etc. Ce sera peut-être la suite de tes questions, mais j'anticipe pas. Voilà. C'est une très belle intuition en tout cas. Mais justement, j'allais te demander, mais tu as certainement répondu un peu à la question. Lauriane, quel a été le premier petit pas qui t'a permis d'atteindre tes objectifs? Ça a été de toujours suivre. Je ne savais pas que c'était de l'intuition avant, mais toujours suivre là où j'avais envie d'aller, en dépit de tout ce que la société pouvait dire, en dépit de tout ce que tout le monde pouvait dire. Parce que moi, en fait, je sais pas pourquoi je suis comme ça, mais j'ai toujours fait à l'inverse de ce que les autres pouvaient faire, tu vois. J'ai toujours, je sais pas, un peu ce côté rebelle, en mode, mais attends, à l'école, on apprend comme ça, mais je vois que ça fonctionne pas, donc du coup, je vais créer ma propre méthode. J'ai le CDI, moi, ça me parle pas, j'ai pas envie d'aller là-dedans. Du coup, bah, je vais faire des voyages, essayer d'aller trouver des réponses ailleurs. Euh, à l'école, j'ai pas choisi mon parcours de par les bons parcours, tu vois. Mais il faut faire médecine, il faut faire droit, il faut faire, je sais pas, enfin, c'est peut-être un peu schématique ce que je dis, mais euh,
Tu vois, c'était, bah, moi, j'aime bien voyager, j'aime bien quand il y a de l'international, j'aime bien découvrir des cultures. Bah, comment je peux mixer ça à mes études, tu vois, je savais pas du tout où j'allais. Mais sur le moment, c'est ça qui me faisait plaisir. Et en fait, je me rends compte que mon parcours, il est hyper logique et que chaque pilier m'a mené à un autre, tu vois. Même mon expérience en banque, si je me disais, mais ça a été l'erreur de parcours, ce truc-là, je me suis quand même retrouvée conseillère pro, donc avec des entrepreneurs autour de moi. Donc, c'est un peu, pour moi, un peu l'univers qui me dit, bah, tiens, regarde, en fait, c'est de l'autre côté que tu dois être. Et justement, c'est quoi le plus gros défi dans ta carrière qui s'est avéré être une opportunité au final? Je dirais plutôt de manière générale, ouais, ça serait de pas savoir. Pas l'innocence, mais comment on dit ça? La méconnaissance. Savoir, tu sais pas comment ça va se développer. Tu commences à lancer ta boîte, mais tu sais pas. T'as pas de mode d'emploi. Tu sais pas ce qui va fonctionner, pas fonctionner, et c'est à apprendre sur le tas, tu vois. Je pense que si aujourd'hui on me disait, alors voici comment ça va se passer durant les 7 prochaines années, les 10 prochaines années, il y aura plein de bas, ça va être la merde, tu vas être en stress, tu vas être, parce que c'est quand même dur, il faut le savoir, l'entrepreneuriat. Euh, je regrette à aucun moment, je suis très contente d'être là où j'en suis. Mais peut-être que j'aurais pas pris la décision de me lancer, tu vois. Le fait de ne pas savoir, des fois, de pas tout contrôler, bah, t'apprends sur le tas et t'avances enfin, je pense que les humains, on est fait pour résoudre des équations, résoudre des problèmes. On est fait pour ça. Et du coup, bah, quand les problèmes ou plutôt les challenges arrivent, bah, tu les résous et en fait, tu vas chercher des ressources en toi que tu pensais pas avoir. Et du coup, ça t'aide à grandir. Et pour moi, le développement de mon entreprise, c'est la plus grande école de dev perso qui existe. L'entrepreneuriat est vraiment une école de développement personnel en règle générale. Et tu as une super équipe, la Mara Team. Comment est-ce que tu as réussi à construire une équipe soudée, engagée Eh ben, j'ai galéré, j'ai fait plein d'erreurs. J'ai fait plein d'erreurs. Et encore une fois, il faut en faire, même si je veux essayer de les éviter comme la plupart des gens. Ben, j'en ai vraiment chié, en fait, parce que je savais pas comment on recrutait. Bon, oui, je me suis un petit peu... Après coup, je me suis formée. Euh, j'ai recruté des... J'ai recruté des personnes qui n'étaient pas les bonnes personnes aux bonnes places. Moi, j'étais pas claire dans mes besoins. Comme erreur, qu'est-ce que j'ai fait? Bah, il y a des moments où l'entreprise, je me dis, bah, vas-y, je vais arrêter. Enfin, j'en peux plus. Tu vois, c'est sans arrêt comme ça, hein. Et je me dis, bon, bah, ou alors, vas-y, je recrute quelqu'un, je lui balance tout, il se débrouille avec ça. En gros, je lui repasse mon fil de barbelé et démerde-toi. Donc ça marche pas non plus, tu vois. Donc en fait, il y a des moments où je me suis déresponsabilisée et du coup, bah, j'en ai encore plus chié et du coup, je me dis, ok, qu'est-ce que je peux apprendre de ça? En fait, ce qui est important, c'est qu'à chaque fois qu'on galère dans une situation, c'est de se dire, mais ok, ça s'est passé comme ça, ok, je passe la frustration, la colère, etc. Je prends ma responsabilité et ma responsabilité, elle se place où par rapport à ça? Et qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation? Et je pense que c'est ça qui m'a le plus aidé à construire mon équipe, c'est de faire de manière imparfaite, de se lancer, de pas trop réfléchir. Et j'ai des profils qui sont pépites. Tu vois, par exemple, aujourd'hui, avec du recul, bon, on a les process de recrutement, on a les choses dans l'ordre, etc. Sauf que j'ai des profils, j'avais pas de process de recrutement, ça a été à l'intuition, ça a été comme ça. Et aujourd'hui, je pense à mes coachs anglais, elles sont encore dans l'équipe aujourd'hui après plusieurs années. C'est des pépites, je les changerais pour rien au monde. Et pourtant, il n'y avait pas le process, tu vois. Donc, je pense que c'est bien aussi d'avoir cette part de ben, on sait pas et on fait. Parce qu'il y a aussi des belles surprises et qu'il n'y a pas une manière de faire, tu vois. Encore une fois, comme je disais, t'as pas forcément de mode d'emploi. On peut te donner des conseils, tu peux suivre des process, mais c'est pas parce qu'il y a un moment, je commençais à m'enfermer un peu plus là-dedans. Tu vois, attends, faut faire les choses parfaitement, nanani, tu perds un peu le flow du début. Euh, et ensuite, ça a été l'autre conseil que je peux donner. Maintenant, aujourd'hui, je peux dire, aujourd'hui, j'ai vraiment, et je le disais encore ce matin en réunion, le truc qui me donne de la joie, c'est mon équipe aujourd'hui, parce que je me sens tellement soutenue. On est dans les mêmes valeurs, on est dans la même mission, on sait où on va. C'est en fait, bah déjà, je pense que
comment avoir une équipe qui a envie d'avancer avec toi, c'est de leur donner de la clarté. Parce que pour moi, la clarté, c'est ce qui mène la confiance. Et quand toi, tu as de la confiance, enfin, quand il y a des moments où on se dit, ah, je sais pas, je suis dans le flou, etc., c'est là, généralement, on perd confiance. Alors que si tu sais où tu vas, comment tu y vas et pourquoi tu y vas, ben, du coup, ça crée de la confiance, ça crée de la clarté et c'est un cercle vertueux. Et aujourd'hui, ben, en fait, nous, pourquoi, par exemple, notre gros pourquoi, on a un gros rêve dans l'entreprise, c'est de créer une ONG pour l'alphabétisation des femmes. Et on sait que bah, pourquoi on veut faire du chiffre d'affaires dans l'entreprise, au-delà de payer les charges, etc., pour moi, c'est pas une motivation suffisante de gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Il y a un certain palier, alors oui, ça, c'est motivant, mais au-delà de ça, euh, c'est plus hyper motivant. Et nous, en fait, le fait de créer un fonds de financement pour qu'on puisse créer cette ONG. Donc, on sait qu'on veut faire ça et du coup, ça anime toutes les décisions qu'on va prendre. Donc, c'est que là, aujourd'hui, on n'est pas encore prêt ni dans... Je sais pas comment on fait pour créer une ONG, j'ai pas les compétences, j'ai pas le réseau, j'ai pas encore... Je suis très très loin d'avoir toutes les données, mais je sais qu'on va y aller. Et du coup, aujourd'hui, par exemple, ce qu'on fait en attendant, c'est de bah, créer un fonds pour donner on a d'un côté un fonds pour créer l'ONG et de l'autre côté, on a une enveloppe qui est dédiée à donner une association, donc en l'occurrence, c'est Action Éducation, pour soutenir l'éducation des filles et des femmes. Donc ça, on est déjà dans cette direction. Donc tu vois, on envoie un message et du coup, les personnes qui rejoignent l'équipe sont animées par ce message-là, sont animées par cette mission, d'avoir de la clarté, savoir pourquoi on fait les choses. Et ça, on le sait pas forcément dès le début. Quand j'ai lancé le marathon des langues, j'avais aucune idée qu'on en arriverait là. Au tout début, moi, mon pourquoi, et justement, j'ai fait un switch il n'y a pas si longtemps. Mon pourquoi, c'est en fait, j'ai créé mon entreprise basée sur deux énergies. La fuite du salariat et la peur de pas gagner assez d'argent. Et donc, c'était ça qui m'animait moi, parce qu'au début, j'étais toute seule. Sauf qu'il y a un moment, ben, ces deux données, elles sont, ça y est, le salariat, il est loin derrière. Je sais que là, je suis clairement à ma place en ayant mon entreprise. La peur du financier, soit tu bosses dessus, peu importe le montant que tu peux gagner, la peur du manque, elle peut toujours être là. Donc j'ai bossé sur ces peurs, etc. Et on a transmuté ça en disant, attends, l'entreprise, elle a été construite sur ces deux énergies. Il y a un moment, il faut les tourner parce qu'en fait, on peut pas mener, enfin, c'est pas qu'on peut pas puisqu'on l'a fait jusque-là, mais pour remettre de la joie dans les projets, c'est important de savoir, OK, on enlève ça et c'est quoi les nouvelles? En fait, c'est en perpétuelle évolution. Et maintenant, ben, on a la joie de ces projets qui sont là, quoi. Génial. Et comment est-ce que tu fais pour justement conserver ton énergie? Ah, ça, c'est la grande question. C'est la question à 1 million de dollars. Conserver son énergie, pour moi, c'est le focus prioritaire. C'est le focus que je remets. Tu vois, je fais pas les résolutions de début d'année, mais je mets plutôt des intentions sur les années. Et à chaque fois, c'est le point prioritaire qui est, OK, comment être en pleine vitalité, en pleine énergie. Euh, le premier point, c'est la connaissance de soi, clairement. C'est de savoir comment on fonctionne. Et c'est pas un travail qu'on fait en claquant des doigts en une séance chez le thérapeute ou de manger des vidéos de dev perso. Je pense que c'est un travail de toute une vie, de toute façon. Et c'est d'observer ces mécanismes, de prendre du recul dessus, d'avoir conscience et de se faire un peu des bilans, par exemple, tous les mois ou tous les trimestres, un peu comme une entreprise, en fait. C'est fonctionner sur soi, enfin, travailler sur soi, comme si on était notre propre entreprise, parce que c'est de nous que l'énergie va partir et va initier le fire, comme on dit, dans le marathon des langues, pour tous les projets qui vont suivre. Et si ton fire, il est coupé initialement, ben, ça va être difficile de mener tes projets. Et donc, moi, personnellement, je sais que j'ai une énergie, alors, ça va peut-être surprendre que je dis ça, j'ai une énergie limitée, parce qu'on me voit souvent voilà, on me dit tout le temps, merci pour ton énergie, etc. Ça revient tout le temps. Donc, il y a un moment, j'ai compris que c'était quand même mon point fort. Mais parce que je prends soin à nourrir cette énergie. Parce que là, typiquement, je sens quand je suis allée au bord, tu vois, que j'ai poussé un peu trop. Là, par exemple, je te disais ce matin, je ne sais pas si j'ai hésité à enregistrer le podcast aujourd'hui parce que je sentais, là, j'ai des signaux qui sont là, tu vois. J'ai ma gorge qui est serrée depuis hier soir.
j'ai un gros coup de fatigue. Là, je me fais 10 heures de sommeil par nuit. Enfin, là, il y a quand même des signaux qui me disent, attention, ma cocotte, il y a des endroits où tu as poussé un peu trop loin. Et là, quand c'est là, je me dis, OK, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a ces signaux? Qu'est-ce qui s'est passé dernièrement qui fait que je suis dans cette énergie? Euh, et autre point, c'est de nourrir par la joie, parce que je pense que pour ça, on est tous câblés de la même manière. On est sur Terre pour kiffer et pour être dans la joie. Et plus on est dans la joie de faire des choses, ben, enfin, mieux on est, quoi. Donc, quand je sens qu'il y a des moments où justement je me sens fatiguée, etc., je me dis, mais attends, est-ce que tu as eu de la joie dans les dernières semaines? Est-ce que t'as pas juste été dans le il faut faire, tu vois, dans les obligations qu'on s'impose en permanence? Ouais, en gros, c'est ça. Je donne de manière globale, je rentre pas dans le détail parce que ce sera peut-être pas forcément pertinent pour chacun, mais ouais, c'est. Si, il y a quand même un truc qui est important, le mouvement. Le mouvement du corps, c'est indispensable pour tout humain, même si encore une fois on est tous uniques. Être dans le mouvement, on n'est pas fait pour être sédentaire. Là, dans notre société, on a développé ça, mais c'est contre humain, contre naturel. C'est pas naturel du tout d'être sédentaire. Donc être dans le mouvement, d'aller marcher au moins tous les jours, de faire du sport, enfin essayez de toute façon. Faites une séance de sport et mettez-vous après sur un objectif, enfin sur une tâche qui peut vous paraître difficile, elle va être réalisée beaucoup plus facilement parce que vos niveaux de dopamine auront shooté de la confiance en vous. Ce sera beaucoup plus facile pour le faire. Donc ça, ouais, le mouvement, bah, après, on peut en parler pendant des heures, mais l'alimentation, ça va impacter, le sommeil, ça va impacter. Je fais hyper gaffe à tous ces curseurs, tu vois. Le sommeil, je me prive pas de sommeil. L'alimentation, j'équilibre bien ce que je mange, j'essaie de voir les nutriments que je mets dans mon corps. J'adapte selon le niveau de sport que je fais. L'environnement aussi. Putain, mais je peux en parler pendant des heures, désolée, mais l'environnement. Non, mais c'est passionnant. Les gens que vous avez autour de vous, si vous forcez à être avec des gens que vous n'avez pas envie d'être, ben ça, forcément, votre curseur de l'énergie, il va descendre. Euh, les activités que vous faites, ouais, voilà, je vais m'arrêter là parce que, ouais, il y a plein de choses, en fait. C'est comment piloter son corps avant son entreprise. Ouais, bah ça, c'est prioritaire, clairement. C'est pendant longtemps, et aujourd'hui, c'est facile à dire parce que j'ai le recul, ça fait plus de 7 ans que je mène mon entreprise, mais je veux dire, c'était loin d'être le cas avant. C'était ma boîte prioritaire, c'était même avant mon couple. Donc, dans mon ex-relation, forcément, ça a détruit mon ex-relation. Enfin, ça a détruit plein de choses autour de moi, mais c'était le focus entreprise. Alors, c'est vrai, quand on lance un projet, c'est bien d'y être investi, d'être engagé, parce que ça tombe pas du ciel non plus. Mais là, pour ma part, c'était extrême, tu vois, il y avait rien d'autre et j'étais tellement dans la peur de l'échec, justement, comme on en parlait dans la session d'avant, que je faisais que ça et que ça m'a aussi détruit, mais ça a aussi appris beaucoup de choses. Et c'est ça qui est important, c'est que ça a détruit des choses, mais j'ai appris de ça pour ne pas répéter les erreurs et pour grandir, quoi. C'est quoi pour toi un grand leader? C'est quoi pour moi un grand leader, c'est ça? Waouh, excellente question. Un grand leader, pour moi, c'est un grand leader. Je m'étais jamais posé la question, du coup, je vais dire un peu ce qui vient. Je pense qu'après le podcast, je vais me dire, ah, mais j'aurais dû dire ça et ça et ça. Mais là, spontanément, ce que je dirais déjà, alors, l'ego, alors peut-être que t'en parles beaucoup, j'en sais rien, mais pour moi, avoir un ego mal placé, entre guillemets, ça n'a pas sa place dans un leader. Pour moi, et ce que j'entends par ego, c'est euh, après, on a peut-être tous des définitions différentes, mais pour moi, c'est la personne qui a un tel besoin de reconnaissance, ah, mais moi j'ai fait ci, moi j'ai fait ça, moi j'ai fait ça, et qui a un besoin d'autorité personnelle au-delà de l'atteinte de l'objectif commun. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est Hum, en fait, on s'en fout. Le leader, il n'a pas besoin de reconnaissance. Il n'a pas besoin qu'on dise ah, c'est bien, bravo, etc. Peut-être qu'il a besoin de ça intrinsèquement. Moi, je sais que j'ai besoin de reconnaissance. Je sais que c'est dans mon fonctionnement. Mais je vais pas le faire passer au sein de mon équipe, tu vois. Voilà, j'essaie de le piloter différemment. Ben voilà, peut-être en faisant du trail, par exemple, en faisant des choses où je me dépasse mais pas dans mon entreprise. Et ouais, un grand leader ouais, qui sait se mettre dans les chaussures de son équipe, qui sait inspirer,
mais inspiré, qui inspire, mais en étant totalement lui-même, en fait, tu vois, pas en se forçant, en mode, faut que j'inspire, du coup, faut que je dise ça pour créer l'inspiration. Non, pour moi, un leader, en fait, c'est assez spontané et naturel, tu vois. Il a des valeurs qui lui tiennent à cœur et il les partage et du coup, ça inspire des gens et il embarque naturellement des gens avec lui dans sa mission, tu vois. Hmm. Quels sont tes outils de productivité préférés? Ah, mes outils de productivité préférés. Google Agenda. En fait, je suis quelqu'un de très visuel et j'ai besoin de voir. Parce qu'en fait, j'ai une valeur temps qui est très très haute. Par exemple, je déteste qu'on arrive même une minute en retard, je supporte pas. Euh, et du coup, j'ai une gestion du temps. J'ai besoin de me projeter si ça passe ou si ça passe pas. Avant, tu vois, j'avais des listes, des to-do list à rallonge. Mais j'avais aucune idée si ça allait passer dans mon agenda ou pas. Et du coup, moi, le but, c'était de tout avoir fini à la fin de la journée. Tu vois, si j'avais pas fini, je me sentais en échec. Du coup, je suis stressée parce qu'il y a plein de trucs. Enfin, j'étais stressée parce qu'il y a plein de trucs. Là, maintenant, aujourd'hui, je prends le temps. En fait, il y a deux outils en un dans ce que je vais partager. C'est de séparer la planification de la mise en place opérationnelle. Avant, j'essayais de tout faire en même temps. C'est que bah, le lundi ou le dimanche, peu importe, c'est je visualise la semaine qui va arriver. Ok, c'est quoi mes trois grands objectifs de la semaine, pro et perso. Et généralement, généralement, j'essaye de faire passer le perso en premier, à me dire, ok, mon focus, il est, ok, il y a le chant, il y a le sport, le trail. Ok, là, j'ai besoin d'une heure pour faire ça. Plus la douche, ça prend 1h30, donc je me fais un bloc. Je le mets sur mon Google et après, je fais ça. En fait, je time chaque activité que je veux faire. Je le time, je le mets dans l'agenda. Et là, quand j'ai mis toutes mes cases, je me dis, ah ouais, qu'est-ce qui se passe dans mon corps? Là, je sens que ça serre dans ma gorge, ça serre là. Enfin, la semaine, elle va être chargée. Il n'y a pas trop d'espace, tu vois. Si là, je suis dans cette situation, pour moi, ça va pas. Parce que la productivité, il y a besoin d'avoir de l'espace aussi, tu vois. Parce que tu as besoin d'avoir des idées, de développer. Enfin, il y a des choses qui. C'est sortir un petit peu de ce contrôle-là. Donc, j'ai aussi, quand je vois que je tombe un peu trop dans ce délire, je mets des cases de rien. Ok. Là, et puis je mets des couleurs, tu vois. Donc, le orange, ça va être tout ce qui est dédié au marathon des langues. En violet, ça va être tous les trucs perso. Et si je vois qu'il y a trop de orange, trop de rouge, c'est des réunions, bah, il y a des trucs que je déplace, tu vois. J'ai aucun scrupule à déplacer les choses. Voilà, donc visualisation par ce qu'on appelle du time blocking, je pense. Ah ouais, c'est ça. Donc je fais ça. Et le batching des tâches, ça c'est hyper important. C'est par exemple toutes mes réunions, c'est mardi. Il n'y aura pas de réunion un autre jour. Avant, j'en avais dans tous les sens. Mais en fait, je sais que le mardi, c'est ma journée des réunions, donc je suis câblée. Mon cerveau, encore une fois, on a notre cerveau, enfin, quand on fait des tâches, on utilise une partie du cerveau qui est différente pour les différentes tâches. Tu as des moments, ça va être plutôt de l'écriture, donc tu vas être plus dans la créativité. Si je me fais de l'écriture le jour où j'ai mes réunions, à la fin de la journée, je vais être HS, tu vois. Et ça répond un peu à la question de comment garder son énergie. C'est de respecter le fonctionnement naturel de ton cerveau au final. Et de batcher les tâches par rapport à ça. Donc par exemple, ouais, ce jour, le mardi, c'est réunion. Mercredi, jeudi, je vais être sur les priorités professionnelles. Où là, je sais qu'il y aura aucune réunion, j'aurai aucune interruption et je vais vraiment pouvoir être focus là-dessus, tu vois. Et troisième point, parce qu'il y en a plein encore, mais je vais m'arrêter à trois, c'est que moi, par exemple, on peut pas me joindre, tu peux pas m'appeler. J'ai zéro notification. Mon téléphone est en silencieux toute la journée. Et en fait, plutôt que de me faire interrompre par mon téléphone, c'est moi qui décide à quel moment je vais répondre sur mon téléphone, tu vois. Pareil, j'ai des moments dédiés où, bah tiens, là, il y a du perso, là, je vais répondre à tous mes WhatsApp en retard. C'est pour ça, des fois, j'ai des délais de réponse un peu longs. Et je veux dire, les gens m'en veulent pas, en fait, parce qu'on peut avoir cette peur à se dire, ah oui, mais il faut que je réponde aussitôt, on attend de moi. Mais non, en fait, pour moi, c'est un peu de l'éducation à dire, bah, ok, bon, là, elle fonctionne comme ça et juste l'expliquer. Euh, ouais, ne pas me faire interrompre par mon téléphone, ni par d'autres interruptions d'ailleurs. Euh, Interruptions comme ben, on rentre pas dans mon bureau comme ça parce que tu travailles à la maison, ça veut dire que tu es disponible, tu vois. Ça, je sais que ça peut être difficile pour les gens qui bossent à la maison, c'est la porte est fermée, je suis en train de bosser, je ne suis pas disponible. Point.
Donc, c'est assez radical, en fait, sur les décisions et bien mettre un cadre bien limité, quoi. Et comment est-ce que, bon, tu es quand même entrepreneur web, comment est-ce que tu fais pour gérer les critiques constructives et négatives? Alors, les critiques constructives. Quand elles sont constructives, je suis carrément OK de les avoir, de les recevoir, parce que, comme je disais, je sais plus si j'en ai parlé dans cet épisode ou dans le précédent, mais je supporte pas les choses. Enfin, je pense avoir un esprit assez logique et, euh, et quand c'est pas logique, ça m'énerve. Et quand on me donne une critique qui va me permettre d'améliorer quelque chose, je trouve ça, je le mets dans la case logique. Donc je me dis, ah ben merci, mais c'est trop bien, etc. Et je vais pas me vexer parce qu'on va nous faire une critique qui soit constructive. En revanche, donc comment je le gère? Bah, je les accueille, on les met dans notre liste des choses à améliorer pour tel projet. Et du coup, je le mets pas en application immédiatement. Parce qu'avant, j'avais tendance à faire un peu en mode pompier, à mettre à jour tout de suite. Là, je mets dans la liste, ça sort de ma charge mentale et on l'acquiert, enfin, on s'y met quand le projet démarre. Donc voilà, au moins ça construit un truc sur lequel on voulait déjà bosser. Après, les critiques qui sont pas constructives, qui sont, bah, j'imagine, tu parles des haters, quoi, qui te mettent ouais, des critiques qui n'ont aucun sens. Comment je les gère? Alors pendant longtemps, ça a été hyper dur pour moi, parce que je suis hyper sensible et en fait, je vis les choses, j'ai l'impression que je vis les choses très très fortes émotionnellement. Euh, et en fait, des fois, je voyais, tu vois, quand j'allais voir les notifications et que je voyais que c'était un début de commentaires de haters, j'ouvrais pas le truc, tu vois. Et tout de suite, j'avais le cœur qui s'accélérait. Oh là là, même pas, c'est horrible. Enfin, tu vois, ça venait réveiller des trucs. Et en fait, les premiers mois, les premières années, bon, je peux pas dire qu'il y en avait beaucoup, mais c'est arrivé que ça arrive. Mais c'était horrible pour moi de le vivre, tu vois. Et ça, je pense que c'est un travail, parce que personne n'aime pas, enfin, aime ne pas être aimé ou être critiqué, c'est pas agréable, on est d'accord. Mais au fil des années, bah, je me suis renforcée aussi émotionnellement, à accepter que ça fait partie du taf et moi, ça m'active aussi au niveau du mais ça n'a pas de sens en fait. Pourquoi, tu vas perdre ton temps à faire ça? Donc, moi, ça m'active aussi sur ma gestion du temps où je comprends pas comment tu peux perdre du temps à écrire des trucs pareils et qu'est-ce que ça t'apporte. Quand j'ai compris que c'était leur propre frustration et qu'il n'y avait rien de personnel et que c'est pas moi et que voilà, on s'en fout en vrai, bah, je le prends beaucoup mieux maintenant et en vrai, maintenant, je m'en fiche. Euh, on a mis aussi, enfin, je m'en fiche, on a mis aussi des boucliers, tu vois. C'est plus moi qui réponds à tous les commentaires. Donc, il y a des commentaires qui sont masqués par mon équipe que je vois plus. Euh, Parce que j'ai beau m'être renforcée, ouais, je reste humaine et ça me touche quand même. Euh, Surtout si ça a une période du mois où je suis un peu plus vulnérable, tu vois. Forcément, ça va t'attaquer plus fort. Euh, ouais, je m'en protège et ouais, et voilà. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ouais, je me dis, c'est un travail, en fait, c'est un travail sur le long terme. Et ça aide aussi le travail, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, la connaissance sur soi, le travail sur soi, ça aide aussi de se renforcer. Et puis, encore une fois, quand tu gères ta boîte, ben, tu te renforces d'année en année et tu fais face à des challenges qui sont de plus en plus gros. Et quand tu vois la hauteur de tes challenges-là et que tu vois le petit commentaire de hater qui est là, tu dis, bon, ok, c'est bon, c'est rien, tu vois. Mais au début, c'est ta boîte, c'est ton bébé, tu mets peut-être un peu trop d'émotionnel, mais voilà, c'est le parcours et l'expérience doit se faire et tu vas apprendre de ça, quoi. Et ce qui est intéressant, excuse-moi, je rajoute juste un truc, ce qui est intéressant, c'est de se dire, ok, mais pourquoi, encore une fois, j'aime toujours me poser la question, mais pourquoi ça m'active autant? Pourquoi je me mets dans cet état, en fait, de lire ce message? Et me dire, ok, bah, peut-être que je crois que ce qu'il est en train de dire, c'est vrai, ou tu vois, enfin, c'est quoi la vraie raison? Et peut-être qu'au début, tu vas dire, mais n'importe quoi, et là, tu vas être dans le déni parce qu'il y a peut-être une partie au fond de toi qui y croit peut-être. Enfin bon, bref, encore une fois, je pense que c'est un cadeau finalement. Mal emballé, mais c'est un cadeau. Un petit cadeau, mais si, encore une fois, si tu veux apprendre de la situation, c'est un cadeau. Et dis-moi, quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose et comment est-ce que tu y aurais répondu? Waouh! J'ai l'impression que c'était assez complet la question que j'aurais aimé que tu me poses. Euh, ouais, peut-être le conseil que je donnerais,
le conseil que je donnerais, ça va peut-être paraître un peu bateau, mais et je me disais la même chose à chaque fois que j'écoutais des podcasts quand je me suis lancée, mais c'est tellement vrai et qu'il y a un moment, à force de l'entendre, bah, il y aura un déclic, c'est juste de pas abandonner en fait. Il y aura des difficultés, il y aura des challenges, mais que dis-toi que chaque challenge que tu vas rencontrer, ça va te rendre plus forte et plus fort et plus forte, et ça c'est un super cadeau. Donc c'est trop bien, c'est trop bien. Et merci du coup pour ce podcast parce que je me rends compte que ça me permet aussi de faire un peu l'introspection des dernières années, à me dire mais waouh, putain, c'est incroyable ce qu'on a construit et qu'il y a des moments où je suis tombée dans la comparaison, à me dire mais waouh, parce que je suis entourée de beaucoup d'entrepreneurs justement à succès. Encore une fois, ça dépend où tu mets ton curseur du succès, mais qu'avait, si par exemple on prend le levier du chiffre d'affaires, je me dis waouh, mais ils sont tous, tous, c'est pas vrai tous, mais beaucoup avaient un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé que moi et du coup je me comparais, je dis oh là là mais moi j'avance pas, je comprends pas, je suis lente dans le développement et en fait je me rendais compte au fil des années que ouais ils avaient peut-être un chiffre d'affaires très élevé mais en fait le bénéfice bah, il y en avait pas, ils étaient en négatif, ils avaient pas de temps pour eux. Et pour faire le lien avec ce qu'on disait dans le podcast précédent où tu mets le curseur du succès et de l'échec, ben moi, je me disais, mais non, mais en fait, reste accroché à ce que toi, t'es en train de faire, parce que moi, mon curseur du succès, c'était quoi? C'était d'avoir du temps pour moi, c'est de pas de me détruire la santé comme j'ai déjà fait auparavant. Alors oui, je vais peut-être avancer plus lentement, mais en fait, je suis hyper épanouie dans ma vie, et dans ma vie pro, et dans ma vie perso, et que mon business, c'est pas le centre de ma vie, en fait. C'est un levier d'épanouissement, mais c'est pas le levier principal. Et du coup, c'est toujours remettre le curseur, et cette conversation, je l'ai eu 1000 fois avec mon compagnon. Je dis, ah, mais lui, il a fait ci, il a fait ça. Et on discute, je dis, oui, mais je m'en fiche en fait. Lui, il regarde son quotidien, on s'en fiche de ses chiffres. Et au final, je me rends compte que je suis trop bien et qu'on avance et que la boîte est bénéficiaire et qu'on accompagne des centaines d'élèves, des milliers d'élèves et que enfin, la team est au top, les élèves ont des résultats incroyables. Moi, je suis épanouie au quotidien, donc c'est vraiment un cercle vertueux et c'est mes propres règles que j'ai mise en place. Donc, c'est pour ça, ouais, le conseil serait de ne pas abandonner, d'écouter vous ce que vous avez envie de faire. Alors oui, il y a des règles, il y a des principes, il y en a qui réussissent d'une certaine manière, mais il n'y a pas une manière de réussir. Donc, écoutez-vous et voilà, ne lâchez rien. Et si vous pensez que c'est l'endroit où vous avez besoin d'aide, bah allez-y, quoi. Merci. Et donc, j'ai commencé par quel a été le premier petit pas pour atteindre tes objectifs. Le prochain, j'ai entendu parler de l'ONG. Est-ce qu'il y a autre chose que tu as prévu de mettre en place? En fait, je peux parler de cette année. Nous, l'objectif de cette année, enfin le focus principal, c'est d'enlever, de faire moins pour faire mieux. Parce j'avais ajouté pas mal de complexité dans l'entreprise où, tu vois, quand on est entrepreneur, généralement, on a le shiny object, tu sais, on s'éparpille parce qu'il y a telle méthode, il y a telle stratégie, il y a tel truc, il y a tel truc. Et du coup, tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes, tu rajoutes. Et au final, tu comprends plus rien à ta boîte, tout est compliqué, personne ne comprend rien. Et aujourd'hui, ça a été vraiment d'enlever tout ce qui n'était pas essentiel. C'est de vraiment prendre le temps d'analyser, mettre ta casquette du... Parce que quand on est tout seul dans sa boîte, au début, c'est peut-être pas évident de le faire parce qu'on est au four au moulin, on fait de l'opérationnel, le rôle de CIO, de stratégie, on ne prend pas forcément le temps de le faire. Et ça, c'est important de prendre du recul et de voir un petit peu, ok, est-ce que ça, c'est encore pertinent de le faire? Est-ce que ça me prend pas de l'énergie pour peu de résultats? Tu sais, la loi de Pareto, le 20-80, 20% d'efforts pour 80% de résultats, on l'entend tout le temps et on le rabâche, mais c'est vraiment vrai. Donc ça, vraiment le garder en ligne de mire. Et nous, cette année, c'est vraiment ça, en fait. On supprime tout ce qui nous prend trop d'énergie, tout ce qui ne donne pas de kiff, tout ce qui ne donne pas assez de résultats et on se focalise sur un truc, mais de le faire très très bien. Donc ça serait vraiment d'enlever, de simplifier. Donc nous, c'est vraiment le focus là pour la suite. Le premier pas, c'est d'analyser et prendre des décisions. Et pour moi, c'est la décision qui est vraiment le trigger de tout le reste en fait. Bah écoute, merci. Beaucoup, Julie, c'était un plaisir. Ciao! Je ne sais pas vous, mais j'aurais encore eu envie de lui poser quelques questions. Donc si vous le souhaitez, je vous laisse les liens en commentaire pour que vous puissiez en découvrir davantage sur notre intervenant. Et d'ailleurs, je suis curieuse d'échanger avec vous sur votre passage préféré. Avez-vous eu une prise de conscience en particulier? En tout cas,
On se retrouve le mois prochain avec un nouvel intervenant et si vous souhaitez découvrir de qui il s'agit et la nouvelle thématique que nous allons aborder, je vous conseille de vous abonner à la newsletter, au podcast ou à aller consulter mes réseaux sociaux. Alors selon votre canal préféré en audio ou sur ma chaîne YouTube, laissez-moi des commentaires, des étoiles et surtout partagez afin de faire vivre ce podcast. Alors, êtes-vous prêt à embarquer avec moi à la recherche d'informations et d'inspiration? Nous vous prions de bien vouloir rester assis et attaché jusqu'à l'extraction du signal correspondant et l'arrêt complet de l'appareil. Nous vous prenons un présent congé de vous, espérons que ce vol vous a plu. Au nom de votre équipage, merci beaucoup et au revoir.